podcast. Salut, c'est Théophile Cossadina. Bienvenue dans Le Temps de l'Actu, votre podcast pour comprendre le présent. Il faudrait, plutôt qu'envisager une réforme de la Constitution, bien veiller à ce que les nominations de membres du Conseil constitutionnel soient des nominations impeccables et qu'il n'y ait pas d'arrière-pensée politique. C'était en 1986. Le monsieur que vous venez d'entendre, c'est Michel Debré, ancien Premier ministre et inspirateur de la Constitution de la Ve République. Une mise en garde que l'on aurait pu entendre ces derniers jours dans le débat public. Et pour cause, 3 nouveaux membres du Conseil constitutionnel viennent d'être nommés. Ils prendront leurs fonctions le 8 mars, notamment leur nouveau président, Richard Ferrand, désigné par Emmanuel Macron. Une nomination qui fait polémique, trop politique pour certains, copinage, manque d'indépendance et de compétences pour d'autres. Bref, Richard Ferrand fait grincer des dents. Mais pourquoi sa nomination est-elle aussi sensible ? Quel est le rôle du Conseil constitutionnel ? Quels sont ses enjeux ? Pourquoi suscite-t-il les critiques ? On en parle avec vous, Benjamin Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes constitutionnaliste, maître de conférences en droit public à l'université Panthéon-Assas. Merci de revenir nous voir. Benjamin Morel, pour le dire de façon familière, cette nomination, c'était chaud ? C'était très compliqué en effet. Il faut voir que ce contrôle des nominations qu'on a connu, qui permettent de faire barrage à une nomination du président de la République, c'est quelque chose d'assez nouveau. Ça a été inscrit dans la Constitution lors de la réforme constitutionnelle de 2008. Et là, c'est passé à une voix près et grâce aux abstentions du Rassemblement national. Donc en effet, c'est un scénario extrêmement serré, un scénario qu'en 2008, on pensait totalement improbable, voire impossible. On va développer tout ça avec vous dans quelques minutes, Benjamin Morel. Mais d'abord, on commence comme chaque semaine par un récit en archives. Et puis on se retrouve juste après. Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le Temps de l'Actu. Le Conseil constitutionnel. Pour comprendre son rôle et son fonctionnement, il faut revenir à ses origines. On est le 11 mars 1959, le général de Gaulle est président de la République depuis peu, et il inaugure cette fameuse instance. Le président de la République a, au cours d'une brève cérémonie, présidé à l'installation du Conseil constitutionnel en présence des présidents des 2 assemblées et de plusieurs membres du gouvernement. Ce Conseil sera la plus haute instance de l'État. Ainsi entre en fonction le Conseil constitutionnel, institution désormais essentielle. La République fait entière confiance à la clairvoyance et à l'impartialité avec lesquels, pour la servir, le Conseil constitutionnel donnera ses avis et rendra ses jugements. Vive la République, vive la France. Alors le Conseil constitutionnel, c'est quoi ? C'est une institution prévue par la Constitution de 1958 qui joue un rôle de régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics et qui veille notamment à la conformité des lois votées. Il est composé de 9 sages, nommés pour 9 ans, sachant que le Conseil se renouvelle par tiers tous les 3 ans. C'est-à-dire que tous les 3 ans, 3 nouveaux membres sont nommés, un par le président de la République, un par le président de l'Assemblée nationale et un par le président du Sénat. Alors concrètement, quelles sont les tâches du Conseil constitutionnel ? Explication de l'ORTF, toujours en 1959. Le Conseil constitutionnel veille d'abord à la régularité de l'élection du président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. Il statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. Il se prononce également, avant leur promulgation, sur la conformité à la Constitution des lois organiques et des règlements des assemblées parlementaires. Et disons pour finir que ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. C'est une juridiction suprême en matière constitutionnelle. Donc si on résume le job du Conseil constitutionnel, 1. Valider les élections et scrutins. 2. Vérifier que les projets de loi sont bien conformes à la Constitution.
À noter que le Conseil constitutionnel ne se prononce pas sur toutes les lois votées. Il a l'obligation de se prononcer sur les lois organiques, les lois qui touchent à l'organisation des pouvoirs publics ou les propositions de loi soumises à référendum. Quant au reste des lois, les lois dites ordinaires, pour être examinées, le Conseil constitutionnel doit être saisi soit par le président de la République, soit par le Premier ministre, soit par les présidents de l'Assemblée ou du Sénat, ou par au moins 60 parlementaires. Et si le Conseil constitutionnel juge qu'un projet de loi est contraire à la Constitution, eh bien, il le censure. Et des censures, il y en a eu depuis 1959, plus de 350. En 2003, par exemple, le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy propose une nouvelle loi immigration, mais certains articles du texte ne passent pas. Le Conseil constitutionnel a censuré 2 des 95 articles de la loi relative à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France. La première concerne l'article 76, à propos des mariages blancs. La loi établissait que la situation irrégulière de l'un des futurs époux était un obstacle au mariage. Ce lien a été jugé inconstitutionnel sur la base de la Déclaration des droits de l'homme et donc contraire à la liberté du mariage. Autre exemple, en 2013, c'est l'article sur la taxe à 75% des revenus de plus de 1 million d'euros qui est censuré. La promesse phare de François Hollande pendant la campagne de 2012 est enterrée par le Conseil constitutionnel au motif qu'elle constitue, je cite, « une rupture d'égalité au regard de la faculté contributive ». Elle est donc inconstitutionnelle. Le Conseil constitutionnel contrôle, s'il est saisi, la constitutionnalité des lois avant qu'elles soient votées, mais il peut aussi, depuis 2010, contrôler des lois déjà en vigueur. On appelle ça la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, un droit donné à tout justiciable de pouvoir saisir le Conseil constitutionnel lors d'un procès s'il estime qu'une loi porte atteinte à ses libertés fondamentales et donc à la Constitution. Et c'est là toute la mission des 9 sages, selon l'ancien président du Conseil constitutionnel Robert Badinter, extrait de 1995. La priorité pour le juge constitutionnel, à mon sens, bien sûr, c'est de veiller au respect de l'équilibre des institutions, mais c'est surtout veiller scrupuleusement à ce que les libertés publiques et les droits fondamentaux des citoyens ne soient jamais compromis par une erreur ou un excès législatif. Là est le cœur de la mission du juge constitutionnel. Et je dirais, c'est ce qui fait, à mes yeux, sa noblesse. Protéger, garantir les libertés fondamentales et les droits des citoyens. Bref, vous l'avez compris, dans la vie politique française, le Conseil constitutionnel occupe une place centrale. Alors forcément, les nominations de ses membres sont scrutées avec attention, et notamment celles de ses présidents, comme Roland Dumas, écoutez, toujours en 1995. C'est la dernière nomination de François Mitterrand. À 72 ans, Roland Dumas prend la présidence du Conseil constitutionnel. Belle fin de carrière pour cet avocat brillant qui en remplace un autre, Robert Badinter. Dans la Mitterrandie, Dumas, c'est le fidèle parmi les fidèles, si présent aux côtés du chef de l'État que d'aucuns l'ont surnommé le vice-président. Après lui, il y aura, entre autres, Jean-Louis Debré, nommé par Jacques Chirac en 2007, ou Laurent Fabius, nommé par François Hollande en 2016, et bientôt donc Richard Ferrand, nommé par Emmanuel Macron. Une nomination qui fait réagir et grincer des dents. Mais pourquoi ? Quels sont les enjeux du Conseil constitutionnel ? Pourquoi suscite-t-il les critiques ? Tout ça, on en parle avec vous, Benjamin Morel. Déjà, pour commencer, une réaction au récit qu'on vient d'entendre, Benjamin Morel, sur le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Évidemment, j'imagine que vous avez plein de choses à ajouter. Oui, non, mais le récit est parfait. Le rôle du Conseil constitutionnel, il faut bien comprendre qu'il a évolué. C'est-à-dire que quand Michel Debré et le général de Gaulle imaginent cet organe, ça doit être un organe essentiellement politique. Ça doit être un gardien du Parlement. Il a un pouvoir de censure et de contrôle des lois. Et dans ce cadre-là, il s'agit d'éviter que le Parlement impose des choses au gouvernement qui ne devrait pas lui imposer. De l'autre côté, il est le gardien des élections. Mais très rapidement, il va changer de rôle. Dès 1971, il étend ses normes de référence au préambule de la Constitution et aux normes qui y sont afférentes, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de 1946. On va rajouter des choses après avec la Charte de l'environnement. Bref, il devient un gardien des droits et libertés fondamentaux. Et ça, c'est nouveau. Et donc, dans ce cadre-là, on a une mutation. On a le passage d'un organe politique de garde du Parlement
à un organe beaucoup plus juridique, un gardien des droits et libertés dans le cadre des lois. Pourtant, les modes de nomination, et c'est à ça qu'on va venir évidemment, les modes de nomination, eux, n'ont pas changé. La manière dont on nommait les juges constitutionnels en 58 était assez cohérente avec l'objectif qu'on donnait aux juges. On a modifié les champs de compétences du Conseil constitutionnel. Vous avez parlé notamment de la question prioritaire de constitutionnalité, mais en revanche sur les nominations, on n'a pas revu la méthode, ce qui aujourd'hui pose problème et crée un hiatus en termes de légitimité et d'action. Et on va y revenir. On l'entend, au vu de la fonction, il y a une exigence d'indépendance stricte des membres du Conseil. J'aimerais qu'on écoute à ce sujet Jean-Louis Debré, alors président du Conseil constitutionnel. C'était en 2010. Un homme, fût-il président, ne peut pas imposer à l'ensemble du collège ses propres vues. Alors il y a tradition en France, on maudit son juge. Toujours. J'ai toujours connu ça. C'est normal, c'est sain. Mais nous ne sommes pas là pour rendre des services, nous sommes là pour rendre le droit. Sous-titre de Jean-Louis Debré, les sages du Conseil constitutionnel ne sont pas là pour rendre des services au pouvoir politique en place. Et il ajoutait, je le cite, « Une fois que vous êtes nommé, vous n'appartenez plus à personne, aucun clan, aucun groupe. » C'est un point fondamental, ça, Benjamin Morel ? C'est un point fondamental, mais c'est un point très théorique. C'est-à-dire que, vous savez, on a fait des études économétriques qui portent sur est-ce que réellement l'orientation politique préalable des juges pèse ou pas sur les décisions ? La réponse est oui. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser et de dire que l'orientation politique des juges n'a aucun poids et qu'on ne réfléchirait qu'en droit, etc. Non, c'est pas vrai. Ça, on arrive à factuellement le démontrer. En revanche, il ne faut pas non plus penser que le mode de nomination des juges entraîne de manière nécessaire cela ou pas cela. Certes, le Conseil constitutionnel est politisé. La Cour suprême américaine, composée de juges professionnels, l'est beaucoup plus. Et ça aussi, on arrive à le montrer de manière statistique. Donc, on peut évidemment penser à réforme du mode de nomination. Il y a des choses qui ne vont pas. Mais il ne faut pas penser que parce que vous avez un doctorat en droit ou parce que vous êtes magistrat professionnel, vous ne prendrez pas des décisions politiques. Là-dessus, je dirais que le caractère d'ancien homme politique n'est pas forcément un élément qui serait dirimant et qui frapperait une personnalité du poids du soupçon, parce que quoi qu'il arrive, les juridictions constitutionnelles sont également politiques. Alors justement, on en arrive à la nomination de Richard Ferrand au poste de président du Conseil constitutionnel. Richard Ferrand qui a donc été désigné par le président de la République Emmanuel Macron. Pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qu'on lui reproche à Richard Ferrand ? On lui reproche déjà d'être un proche d'Emmanuel Macron et d'être une personnalité politique. Oui, je dirais qu'il y a 3 types de reproches, dont 2 m'apparaissent quand même relativement problématique à reprocher à Richard Ferrand, et de l'autre côté, une question qui, elle, est peut-être plus profonde et plus importante. La première, le premier point, c'est la question de sa compétence. On entendait tout à l'heure Jean-Louis Debré, on a beaucoup dit Jean-Louis Debré est un proche de Jacques Chirac, etc. Jean-Louis Debré est docteur en droit, il est magistrat. Donc il y avait une compétence qui lui était reconnue. C'est pas le cas pour Richard Ferrand. Mais là, on revient à cette question du mode de nomination. Le mode de nomination n'exige pas que vous ayez des diplômes. Et donc, ce faisant, soit on modifie le texte pour obliger, en effet, à ce que ce soit des profs de droit, des juges, etc. Ou bien on ne s'en plaint pas. En soi, avoir passé des années et des années à la commission des lois fait de vous souvent un bien meilleur spécialiste de la procédure parlementaire qu'un doctorat en droit privé. Donc on peut, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des gens qui ont un doctorat en droit privé, mais ça veut dire qu'on peut avoir une forme de mixte. Il est vrai que le CV de Richard Ferrand est assez faible en la matière, mais... il a fait 2 ans de droit, je crois. Il a fait 2 ans de droit, mais là encore une fois, c'est une modification. C'est pas un problème Ferrand. C'est un problème mode de nomination et réforme potentielle. Le deuxième type de procès qu'on lui fait, et qui pour le coup m'apparaît assez unique, c'est le retour sur l'affaire des mutuelles de Bretagne. Souvent on dit beaucoup, il faut respecter l'état de droit. Et l'état de droit, c'est ne surtout pas critiquer le juge. Bien sûr qu'on peut critiquer un juge. La réflexion d'un juge, c'est une interprétation en droit qui peut être critiquée. Le principe de l'état de droit, ce qui le fonde, c'est le respect de la chose jugée. Une fois qu'une affaire a été jugée, fût-ce elle-même jugée comme étant prescrite, eh bien, on ne revient pas dessus et ça n'est pas un élément d'irriment. On ne conteste pas cette décision du juge en disant qu'on ne l'appliquera pas. Donc, reprocher aujourd'hui à Richard Ferrand cette affaire qui est une vieille affaire qui a été prescrite, c'est un vrai problème. On le soupçonne de prise illégale d'intérêt dans une affaire qui a été classée puisque prescrite. Exactement. Le dernier point qui là m'apparaît plus sérieux, c'est ce qu'on appelle la théorie des apparences. En 1970, la Cour européenne des droits de l'homme a dit « ce qui compte pour un juge, c'est pas seulement qu'il soit impartial ». Et je
fait pas de procès a priori à Richard Ferrand en disant qu'il ne le serait pas. C'est également l'apparence de l'impartialité. Parce que qu'est-ce qui fonde notre état de droit ? Ce qui va fonder notre état de droit, c'est le fait que nous pensions que les normes qui s'imposent à nous sont à la fois des normes qui sont justes et qu'elles nous sont appliquées de manière impartiale. Si nous craignons qu'elles ne soient pas appliquées de manière impartiale, à ce moment-là, c'est tout l'édifice qui s'effondre. Or, aujourd'hui, on n'a jamais eu une aussi grande contestation de l'état de droit. Vous voyez, Donald Trump, on a également une constitution qui est aujourd'hui en crise. Des choses qui nous apparaissaient évidentes du point de vue de l'interprétation constitutionnelle recommencent à être mises en jeu. La constitution n'est pas parfaite, elle a plein de trous, elle a plein de biais, il y a plein de choses à interpréter. Et les interprétations en la matière sont politiques. Que dit le RN à la suite de la nomination de Richard Ferrand ? Il dit, écoutez, voilà, nous, on n'a pas fait obstacle à Richard Ferrand, mais on espère que Richard Ferrand aura une interprétation, notamment du champ du référendum, qui nous sera favorable si on arrive au pouvoir et qu'on veut faire un référendum sur l'immigration et qu'on veut éventuellement modifier la Constitution par voie référendaire. Vous voyez que là-dessus, il y a une question. Et cette question, c'est une question d'interprétation. Si vous n'avez pas un juge qui a un vrai poids politique, qui a un vrai poids au sens juridique du terme, c'est-à-dire que son poids politique est corrélé à une légitimité en tant qu'expert, le risque, c'est que quel que soit ce que dise Richard Ferrand, par exemple, sur ce sujet, si jamais il est d'accord avec le RN, on dira, vous voyez, en fait, c'est parce que Marine Le Pen l'a laissé passer. S'il se met en désaccord et en porte-à-faux avec ce que propose Marine Le Pen, on dira, vous voyez, c'est la voix d'Emmanuel Macron. Et là, vous avez un juge qui, par définition, est faible dans une bataille de légitimité où un juge fort est nécessaire pour faire respecter un état de droit très discuté. Et ça m'apparaît être le vrai argument sur cette nomination. Le reste, c'est soit de l'attaque un petit peu ad hominem, soit un vieux problème qu'il faut interroger en effet sur les conditions de nomination. Donc ce qui se joue derrière, c'est la confiance dans nos institutions. C'est la confiance dans nos institutions, c'est la confiance dans l'état de droit, c'est la confiance dans les normes fondamentales que le juge est réputé garder. Si on pense que ces normes sont instrumentalisées d'un point de vue politique, à ce moment-là, l'adhésion à ces normes qui nous tiennent, s'effondre. Et là, on remet en cause quand même ce qui est le fondement de notre État depuis 1958. Les critiques, toutefois, autour de la nomination de membres du Conseil constitutionnel, elles sont pas nouvelles. Vous avez cité le RN, j'aimerais qu'on écoute un autre extrait. Écoutez, c'était en 2019. Je vois que le Conseil constitutionnel est devenu une sorte de super maison de retraite des responsables politiques qui ont été battus. Tout cela pour pouvoir s'assurer en réalité la fidélité pour le président de la République d'une personne comme Alain Juppé, car on a quand même tous le sentiment que c'est en récompense, en remerciement du soutien que M. Juppé a exprimé à l'égard d'Emmanuel Macron. Toutes les institutions de notre pays sont aujourd'hui dévoyées. Et c'est probablement une des raisons de la colère. Vous avez reconnu la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, et cette critique, elle est plutôt récurrente, on l'a entendu dans le récit documentaire. Roland Dumas, ancien président du Conseil constitutionnel, taxé d'être très proche de François Mitterrand. Vous avez parlé de Jean-Louis Debré, qui effectivement avait essuyé les mêmes critiques. Je note que c'est un petit peu quand même toujours la même polémique qui revient d'année ou de décennie en décennie. Oui, et c'est une polémique qui est légitime. D'ailleurs, on entendait tout à l'heure Michel Debré qui disait qu'il faudrait que l'autorité soit neutre. Mais là encore, c'est pas un reproche à faire aux personnalités, c'est un reproche à faire à la structure. On parlait tout à l'heure du mode de nomination. En France, vous avez besoin, c'est un peu compliqué à envisager d'un point de vue intellectuel, mais des 3/5 négatifs des 2 commissions des lois des 2 assemblées en termes de suffrage exprimé. Autrement dit, il vous faut une majorité qualifiée contre vous pour ne pas être nommé. En Allemagne, vous avez besoin d'une majorité qualifiée pour vous. En France, il faut vraiment que vous fassiez l'unanimité contre vous pour ne pas être nommé. C'est-à-dire qu'une personnalité clivante, peut passer. Ça veut dire que si jamais je suis président de la République et que j'ai une majorité pléthorique aux ordres et que je veux nommer, je ne sais pas, c'est pas une attaque contre lui, mais Cyril Hanouna, théoriquement, je peux, si jamais j'arrive à réunir assez de députés pour ne pas bloquer cette nomination. Donc, pour moi, la vraie réforme, elle est là. C'est pas nommer que des profs de droit, c'est pas nommer que des juges, c'est réellement avoir un consensus sur les profils, consensus qui aujourd'hui n'est non seulement pas garanti, mais on prévoit même en droit que ce soit l'inverse. En un sens, est-ce que le Conseil constitutionnel n'a pas de trop de pouvoir aujourd'hui ? Je reviens par exemple sur une affaire en date de 1995. Le Conseil constitutionnel avait par exemple validé les comptes de campagne d'Édouard Balladur et de Jacques Chirac en fermant les yeux sur leur irrégularité. L'affaire avait été révélée par la presse en 2010. Tout ça pour dire que des dérapages du Conseil constitutionnel, il y en a eu ?
par le passé. Oui, il ne faut pas idéaliser le juge. Il ne faut pas considérer que le Conseil constitutionnel est complètement au-dessus de tout soupçon et qu'il est incritiquable. Encore une fois, le respect de l'état de droit, c'est pas l'absence de critique des juges. Je vous renvoie notamment à un philosophe qui s'appelle Ronald Dworkin et qui explique bien qu'en fait, c'est la critique du juge qui permet au juge d'apprécier ses décisions quant au consensus social qu'elles peuvent emporter. Si jamais vous avez un juge qui décide des trucs cohérents en droit, mais qui sont inacceptables par une société, le risque, c'est qu'à la fin, l'état de droit ne fasse plus l'unanimité et qu'il s'effondre. Donc il y a malgré tout besoin d'un dialogue entre le juge et la société. C'est dire l'inverse, c'est apparaître complètement éthéré. Mais pour le reste, le Conseil constitutionnel, il y a deux voies, je dirais, de réponse à votre question. La première, c'est que, oui, il y a une portée politique des décisions du Conseil constitutionnel. Quand vous censurez les comptes de campagne d'un Jacques Chirac, le vrai risque, c'est que derrière, vous mettiez en cause une élection présidentielle qui a eu lieu de façon régulière. Est-ce que vraiment le juge est assez légitime pour dire aux Français, vous avez élu un président, c'est pas grave, on va revoter parce que j'ai vu quelques irrégularités. Et cette décision-là, la portée politique des décisions, évidemment qu'elle est appréciée. Parce que derrière, si jamais vous avez un chaos qui se crée... Regardez, on a eu récemment un budget. Ce budget, est-ce que la procédure était parfaitement bonne ? Elle aurait pu être pire. Mais admettons qu'il y ait eu un gros vice de procédure. Est-ce que le Conseil aurait censuré le budget eu égard à un vice de procédure, remettant le pays à la fois dans le chaos économique et dans le chaos politique ? Eh bien, probablement non. Et c'est plutôt satisfaisant, en réalité. Donc, là-dessus, il ne faut pas considérer que le juge n'a évidemment aucune portée politique. Il a une portée politique. L'autre aspect, c'est quoi un juge constitutionnel ? C'est un juge qui doit trancher entre des normes extrêmement floues. Entre la liberté d'entreprendre et le droit à l'environnement, vous tranchez sur deux sujets qui sont fondamentaux, mais qui sont quand même très très flous dans leur expression. Il faut non seulement trancher entre les deux, mais il faut également les concilier. Ça ouvre la voie à des marges d'appréciation extrêmement importantes. Et donc, souvent, de ces marges d'interprétation, le juge fait des choses qui peuvent étonner les politiques. Et les politiques disent « Non, mais il y a un coup d'État du gouvernement des juges ». Mais qui veut constitutionnaliser à tour de bras chacun ce qu'il pense comme étant très important, sa marotte ? Eh bien, c'est le politique. On ajoute des normes de référence tout le temps dans le corpus constitutionnel. Or, que fait le juge ? Plus il a des normes de référence floues, plus il doit concilier ces normes de référence, et plus ça accroît sa marge d'arbitraire. Donc il y a une schizophrénie du politique qui veut toujours plus constitutionnaliser et se plaint des conséquences de cette constitutionnalisation. Montesquieu est souvent repris quand il disait qu'il fallait légiférer d'une main tremblante. En la matière, c'est une évidence. Pour conclure, le Conseil constitutionnel donc sous le feu des critiques. Pour les atténuer, ces critiques, je retiens donc Benjamin Morel comme piste, repenser éventuellement le mode de nomination des membres du Conseil constitutionnel. Oui, probablement, c'est ce que j'évoquais. Encore une fois, il ne faut pas dire il faut que des profs de droit et des juges. Moi, je suis persuadé qu'on peut avoir d'anciens politiques et que ces anciens politiques apportent quelque chose. Quand vous avez passé 10 ans à la commission des lois, vous connaissez bien la procédure parlementaire. Or, souvenez-vous ce que l'on disait au départ. Le premier rôle du Conseil constitutionnel, c'est pas d'être le gardien des droits et libertés, c'est d'être le gardien de la procédure parlementaire. Et donc là, il y a une vraie expérience. La question, c'est pas le nombre de diplômes, c'est pas le CV, c'est le consensus que ça crée et la cohésion que ça crée. Pour ça, si j'avais une réforme à vous suggérer, c'est en effet de passer d'une majorité négative pour s'opposer à une majorité positive pour approuver. Ça nous enlèverait bien des épines du pied et ça renforcerait bien plus que tout diplôme la légitimité du juge. Un Conseil constitutionnel qui n'a en tout cas pas fini de faire parler de lui. Merci beaucoup Benjamin Morel d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes constitutionnaliste, maître de conférences en droit public ici à l'université Panthéon-Assas. Je cite votre dernier livre qui vient de sortir, Le nouveau régime ou l'impossible parlementarisme. C'est publié aux éditions Passé Composé. C'était le temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des étoiles, des commentaires et à en parler autour de vous. Et moi je vous dis salut et à la semaine prochaine.